السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنخدم معكم في لي زانتيغرال. غنبدا بلي سوم دو غيمان. دونك سوم دو غيمان. La somme de Riemann, bon, c'est des suites particulières. Donc, je vous rappelle là, f, une fonction continue sur un segment AB. Donc, j'explique géométriquement la situation. Après, on va traiter des exemples. J'ai le A et le B. J'ai par exemple ma courbe, elle est comme ça. Alors, la somme de Riemann, ça consiste donc à partager ce segment en des parties égaux. J'ai alors A, c'est le x0, le x1 et le x2. Donc, ce sont équidistants. Ils sont toujours jusqu'à le xn ou le xn-. Bon, j'ai l'idée, je sais bien, par exemple, que ça, c'est un rectangle. Et là, on va chercher à approcher l'aire de domaine limité par la courbe avec les sommes de ces deux rectangles. Donc là, par exemple, le x2, ça. Donc on obtient une deuxième surface. Le x3, à chaque fois f, voilà. Et ainsi de suite. Donc, c'est quoi donc la somme des aires Sn, par exemple? C'était B-A. Donc, il y a deux possibilités de voir un rectangle, par exemple ici, en défaut, ou bien un rectangle en XC. Donc, si je prends un rectangle en XC, par exemple là, c'est la somme de B-A sur N. Pourquoi B-A sur N? Sont équidistants. Comme je prends cette longueur de A à B, on la divise par N. B-A sur N, la somme de F, la hauteur c'est F de XI, I égale à 0 par exemple jusqu'à N, avec XI égale A plus B-A sur N fois I. C'est clair, il est clair. Par exemple, I égale 0, je tombe sur A. I égale à 1, je tombe sur A plus B-A. A plus la longueur divisée par N, etc. Pour N, j'obtiens B. Et ça, c'est la hauteur pour apparente, mais la largeur, c'est B-A sur N. C'est cette quantité-là. Donc, si F est continu sur AB, alors, limite, lorsque n devient très infini, donc j'aurai alors cette intégrale, elle va tendre vers, cette somme, elle va tendre vers l'intégrale de A à B, de f de x, dx. C'est-à-dire, si je fais des partages comme ça, lorsque je prends une infinité de points équidistants, la somme des aires de ces rectangles obtenus, elle est presque égale à l'intégrale de A à B de f de x dx. Et donc, je peux encore employer le Sn est égal à B-A sur N, la somme de I égale à 1 jusqu'à N, de f de x dx. Là, comme par exemple, j'isole un terme, par exemple, je sépare, il y a une liaison, je peux écrire S petit sn en fonction de Sn par exemple, je peux mettre égal, c'est B-A sur N, f de x0, plus grand Sn. Ça, c'est un terme isolé, il tend vers 0. Donc, il a la limite de Sn, c'est pareil avec la limite. Donc, aussi, la limite du petit Sn, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx. C'est-à-dire, dans ces sommes-là de Riemann, si j'isole un terme, ou les termes extrêmes, je joue sur les deux termes extrêmes ou les derniers termes extrêmes, j'obtiens la même valeur sur la limite. Je peux par exemple isoler f de x, b-a sur n f de x0 plus b-a sur n f de x1 plus une autre somme. Donc, à la limite, la somme, ça tend vers 0. Donc, je peux même écrire i égale à une certaine p fixée ici jusqu'à n.
avec P fixé ne dépend pas de N. Et voilà, je peux écrire là N-1. Si vous voulez. Donc, je peux jouer sur les sommes. Donc, on va traiter. Donc, il faut savoir déjà apparaître les sommes de Riemann. Donc, je traite par exemple un exemple. Exemple, je prends Sn est égal à la somme de n carré plus k carré n de k égale à 2 jusqu'à n. Par exemple, je veux calculer la limite de cette suite. Donc, il faut donc apparaître une somme de Riemann. Généralement, on prend a égale 0. Dans la pratique, a égale 0 et b est égal à 1. Si a égale 0, b égale à 1, pour a égale 0 et b est égal à 1, la formule devient limite de b, c'est 1 moins 0 sur n, la somme de f de k sur n, avec f continu sur 0,1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. C'est plus pratique, c'est un cas très très important à connaître. Alors, nous, on a cette somme. On a cette somme Sn est égale à la somme, je dis, de k égale 2 jusqu'à n, de n sur n carré plus k carré. Alors, il faut donc apparaître f de k sur n. C'est 1 sur n, cette somme. Donc, il faut diviser par n. Donc, c'est déjà 1 plus k sur n, le taux au carré. Donc, je réussis à apparaître, à combiner k et n. Et donc, j'ai le n carré. Et avec le n, il devient 1 sur n. K allant de 2 jusqu'à n. Donc, Sn est donc égal à 1 sur n, la somme de f de k sur n, avec la fonction bien choisie ici, avec f de x, c'est pas f de k sur n, mais f de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Alors, je dis tout à l'heure que c'est pareil, je modifie juste les premiers nombres. Par exemple, je peux mettre Sn, si je veux utiliser couramment de manière concrète le cours, je mets de k égale 1 jusqu'à n, et je retranche le terme en xc, c'est 1 sur n, f de 1 sur n. Voilà. Là, c'est une fonction bornée, puisqu'il continue sur 0,1. Voilà. Et donc, 1 sur n, une fonction bornée fois une suite qui tend vers 0. Donc, c'est tend vers 0. Puisque cette suite-là est bornée, cette suite tend vers 0. Donc, la limite ne change pas. La limite maintenant de Sn, d'après, je signale la continuité de f sur 0,1. C'est facile. C'est une fonction continue sur R. 0 à 1 de 1 sur 1 plus x au carré dx. Et vous connaissez bien que ça, c'est arc tangente de 1 de x entre 0 et 1, qui est égal, arc tangente de 1, c'est pi sur 4, moins arc tangente de 0, c'est 0, donc c'est pi sur 4. C'est la valeur de la limite. Un exemple 2, donner un équivalent de la somme de racine de k égale à 1 jusqu'à n. Donc, on l'appelle un. On va par exemple chercher à avoir un équivalent de cette suite. Donc, pour nous, on va utiliser quelque part les sommes de Riemann. Donc, on va écrire un, c'est la somme de racine de k sur n. Là, j'ai le racine du k, donc il faut apparaître, je cherche un terme qui contient le k et le n en même temps. Donc, maintenant, je mets racine de k sur n, donc il y a le racine de n en xc, je multiplie donc par racine de n. Mais j'ai besoin d'apparaître le terme 1 sur n. Et donc, je mets le 1 sur n, et donc je multiplie par n.
k égale 1 jusqu'à n. Ça, c'est une somme de Riemann. Donc, on pose f de t est égal à racine de t. Donc, limite de la somme de 1 sur n racine de k sur n tend vers l'infini, c'est limite de 1 sur n la somme de f de k sur n tend vers l'infini, et par continuité de f sur 0,1 et le théorème sur les sommes de Riemann, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Mais c'est quoi f de t? L'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, c'est donc t à la puissance 1 demi. Donc, c'est l'intégrale de t à la puissance 1 demi. Je fais 1 demi plus 1, donc c'est 3 demi fois 2 tiers. Entre 0 et 1. Et donc, je trouve le calcul du tiers. Donc cette suite-là, elle convert un nombre non nul. L'équivalent, si, je rappelle là, si la limite de un égale à L appartient à R étoile, alors n'hésitez pas de dire que un est équivalent à L. Mais faites attention, en 0, ça ne marche pas. Et donc un est équivalent donc à 2 tiers n racine de n. Vous pouvez aussi trouver cet équivalent en utilisant les intégrales. Vous encadrez la monotonie de la fonction racine de x et vous faites des intégrales et les échelles plusieurs fois. Je passe à une chose encore intéressante, c'était étude des fonctions définies par intégrale. Définies par intégrale. Donc, les fonctions définies par intégrale, je commence à part des fonctions simples. Des fonctions simples. Soit f continue sur i, un intervalle i, et a appartient à i, alors la fonction qui a x associée l'intégrale de a à x, de f de t dt, et la primitive de petit f sur i qui s'annule en a. Donc j'ai une fonction qui est continue sur mon intervalle i. Et a est un nombre fixe dans i. Et j'ai la fonction qui a x associée cette intégrale, c'est la primitive, ce qui s'annule en a. Le fait de dire que c'est une primitive ou dérivable ne pose pas de problème. Vous pouvez par exemple faire des calculs. Vous pouvez aussi aller jusqu'à considérer une primitive, puisqu'il fait continu, on admet qu'elle admet une primitive. On exprime cette intégrale avec la primitive. Donc je pose phi de x est égal à une certaine f de t entre crochet a et x, ce qui est égal à grand f de x moins grand f de a. Donc cette fonction-là est dérivable car c'est la primitive de petit, c'est une primitive de petit f. Et ça c'est une constante. Et pareil, f' de x, c'était f de x comme la dérivée de grand f. Et il est clair que phi de a est égal à l'intégrale de a à a. Et ça vaut 0. Et donc la primitive ne pose pas de problème. Conséquence. Donc, si f continue sur i et phi une fonction dérivable sur un intervalle g tel que phi de i de g, il est inclus dans i. Alors, on pose phi de x et donc l'intégrale de une valeur a à phi de x de f de t dt. Alors, le résultat c'est que phi est dérivable sur g. Et attention, donc pour parler de ça, la borne phi de x, donc je dois avoir les x qui appartiennent à g. Et phi prime
de ce x-là, c'est une composée de, normalement de cette fonction avec la fonction, c'était dans le premier théorème, c'est donc c'est f de phi de x fois phi prime de x. En effet, donc la preuve, donc il faut toujours savoir des choses, on va considérer grand F de x est égal à l'intégrale de a à x de f de t dt. Alors phi de x, c'est grand F de phi de x. Et donc c'est une composée de deux fonctions, donc phi prime et les phrases phi est dérivable sur g, grand F est dérivable sur i, et phi de g inclus dans i, donc la composée est dérivable avec la dérivée phi prime, c'est phi prime de x composé fois f prime appliqué à phi de x, qui est égal donc à phi prime de x fois petit f de phi de x. Donc, je lance un dernier théorème pour finir et on verra un exemple. Donc, théorème, soit phi psi deux fonctions dérivables sur g, sur le même intervalle g, f continue sur i. On va considérer la fonction donc égale à l'intégrale de phi de x à psi de x de f de t dt. Et donc, il est essentiel pour que l'on puisse parler de ça, d'avoir phi de i inclus, phi de g plutôt inclus dans i, et psi de g également inclus dans i. Alors, la conclusion, c'est que phi est dérivable sur g, et quel que soit x appartient à cet intervalle g, on a la dérivée de cette fonction phi prime de x, c'est quoi? Si psi prime de x fois f de psi de x moins phi prime de x fois f de phi de x. Par exemple, on va considérer par exemple g de x est égal à l'intégrale de 1 sur de exponentielle x jusqu'à exponentielle x au carré de 1 sur ln de t dt. La question montre que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Faites attention, 0 est exclu. Donc il suffit de considérer la fonction, cette fonction-là, je la note psi de x égale à ex carré. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Phi de x égale ex. Elle est dérivable également sur le même intervalle. Vous avez aussi, si vous posez f de t est égal à 1 sur ln de t, elle est dérivable sur, cette fois-ci, 1 plus l'infini. Il est clair que psi phi de g, voici mon g, et là c'est le i, inclus dans i, psi de g inclus dans i, donc les hypothèses de théorème sont réalisées, et donc notre g est dérivable. Et donc g' de x, la formule mathématique, c'est la dérivée de cette expression-là. C'est 2x exponentielle x carré fois 1 sur ln de exponentielle x au carré moins la dérivée de ex, c'est ex, 1 sur ln de ex. Et donc, c'est 2x ex au carré, ln de ex, l'exponentielle va s'éliminer avec les... voilà, moins ex sur ex. Et donc, ça donne alors ex sur x moins 1. Voilà, avec un 2.
Voilà pour le calcul d'une dérivée d'une fonction définie par intégrale. Donc j'arrête à ce niveau. On va traiter la prochaine fois le cours sur comment on étudie le comportement d'une fonction définie par intégrale.